Un grand merci chaleureux à vous d'être avec nous ce soir. Et comme j'ai dit, surtout à vous, c'est un grand honneur, Monsieur Ayer, de vous avoir avec nous. Éric Ayer, il est économiste renommé. Il est bien connu au-delà de la seule place parisienne. Il est directeur du département Analyse et Prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est une unité de recherche de Sciences Po de Paris qui fut longtemps présidée par Jean-Paul Fitoussi. Monsieur Ayer, il trace fréquemment les perspectives à moyen terme de l'économie française, mais pas seulement évidemment de l'économie française. Il garde à l'œil pour ce faire aussi celle de l'économie européenne et mondiale. Il travaille d'ailleurs très souvent avec le directeur de l'OFCE, Xavier Timbaud, que nous avons déjà reçu aussi à plusieurs fois ici à Luxembourgville. Et pour nous, au Luxembourg, dans l'attente des prochains travaux du Statec, encore quelqu'un quel est le foot allumé. Donc, nous sommes en attente des prochains travaux du Statec et aussi pour avoir une tonalité un peu différente dans nos débats et discours politiques. Il nous a paru très intéressant d'entendre M. Ayer. On lui a demandé de dresser un bilan conjoncturel européen à mi-temps de cette année 2023 et aussi en prévision évidemment de 2024. Parce que cette année, l'année prochaine, sont emplies de très nombreuses incertitudes, comme nous le savons tous, toutes ces incertitudes qui se sont cumulées depuis cette crise de la Covid-19. Et ce sont ces incertitudes qui sont générées par les différents chocs économiques que nous vivons, qui ont aussi, au Luxembourg, contraint ce qu'on appelle notre comité national de tripartite à se réunir, à devoir se réunir maintes fois ces derniers mois, ces dernières années. Et dans cette tripartite, nous avons réussi à trouver dans l'urgence et toujours dans le consensus social, dans le dialogue social, des solutions, on va dire, les plus pragmatiques possibles pour aider les agents économiques à maintenir le cap. Et les partenaires sociaux, à chaque fois que nous nous réunissons dans les tripartites, nous avons en effet besoin de connaître les perspectives économiques, mais les perspectives sociales aussi, les perspectives environnementales les plus plausibles, à court terme, à moyen terme, pour nourrir nos propres réflexions et aussi pour conduire des actions sur le plan macro. Donc, si M. Ayer est un spécialiste réputé des questions de conjoncture, qui va amplement nous décrire ce soir, il occupe aussi le terrain de l'analyse économique et politique. Il a, parmi d'autres, été le co-auteur d'un livre intitulé « Une autre voie est possible », afin de montrer, du point de vue du droit, de l'économie, de la sociologie, comment la France peut affronter les transitions vers un modèle social écologique. La tâche des décideurs et des populations européennes actuellement, elle est très lourde, elle est très difficile. Tous les dysfonctionnements que nous avons connus au cours du XXe siècle sont encore compliqués par le fait que vient de se rajouter l'épée de Damoclès du changement climatique et de ses conséquences économiques, sociales, sanitaires. Et nous espérons que M. Ayer consacrera ainsi ce soir quelques minutes à nous fournir des éléments d'analyse et de solutions qui permettraient justement à l'Europe de trouver les instruments justes, économiques et politiques qui nous feront rebondir plus sereinement dans ce XXIe siècle. Quel est le prix de la sortie de ces polycrises que nous affrontons actuellement, sans doute encore pendant un certain temps? L'Europe est-elle assez bien outillée, d'un point de vue aussi bien technique, mais aussi idéologique, pour faire face à ces nombreux défis? Quels sont les manquements, mais quels sont aussi peut-être les points forts des instruments économiques européens actuels? Si l'on pense par exemple au mandat de la Banque centrale européenne, au carcan restrictif budgétaire européen, au New Deal européen, au plan Next Generation EU, à l'Inflation Reduction Act de l'Amérique. Quels sont les manquements ou les points forts des projets politiques européens actuels? Nos vieilles doctrines économiques européennes ne représentent-elles peut-être pas davantage un frein qu'un élan à la sauvegarde de la qualité de vie et de la cohésion sociale au sein de nos communautés? Toutes des questions que nous nous posons et nous sommes vraiment très heureux de nous avoir avec vous aujourd'hui pour avoir certains éclaircissements sur la question. Donc sans plus attendre, M. Ayer, je vous remercie encore une fois et je vous passe la parole.
merci beaucoup pour l'invitation, pour la présentation. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, effectivement, j'ai appelé le prix de la sortie de crise. Je sais qu'il ne faut jamais présenter le titre, mais il me semblait être intéressant de l'intituler comme ça, parce qu'on va essayer de voir, peut-être j'aurais dû dire les prix. Ah, je ne suis pas sûr que vous voyez quelque chose là. Voilà, ça se voit un peu mieux, d'accord. Merci. Donc, pourquoi les prix de la sortie de crise? Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est... Enfin, on n'a que 45 minutes, donc on va le faire assez vite. Mais il me semble qu'il y a 3 prix à cette crise. Il y aura un prix, c'est facile, c'est l'inflation, le prix que l'on va devoir payer en termes de pouvoir d'achat. Il y a un deuxième prix, c'est plutôt en termes de dette publique. Quel est le coût de toutes les aides qu'on est en train de mener depuis la crise sanitaire et la crise énergétique? Donc, ça sera le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est plutôt le prix de la crise environnementale et la guerre commerciale dans laquelle on est en train de se lancer, parce que les deux, aujourd'hui, vont de pair. Et bien sûr, ça a été dit effectivement avec l'Inflation Reduction Act, où vraiment les États-Unis ont pris l'environnement, mais comme manière de faire un peu de protectionnisme et de réduire les balances commerciales. Donc on va faire ces 3 points, d'accord, avec le premier point où on va parler un peu plus de conjoncture, de difficultés de recrutement et de problèmes d'approvisionnement, et pour finir à l'inflation. Donc le point 1 va être un peu plus long, mais je vais essayer de tenir dans les 45 minutes. Alors, moi, il me semble qu'il faut partir de la crise sanitaire et se souvenir quels sont les canaux de transmission de cette crise sanitaire pour comprendre aujourd'hui un peu l'inflation et pourquoi, dans un premier temps, l'inflation n'était pas inquiétante. D'accord? Vous voyez, une crise sanitaire, vous voyez, en gros, globalement, il faut vous mettre ici, parce que c'était une crise sévère, ça enlève 8 points de PIB aux économies développées, d'accord? Donc ça, c'est à peu près comparable. Ce qui est intéressant, c'est les couleurs. Vous voyez, si je prends le cas de la France, mais vous voyez que c'est à peu près comparable dans tous les pays, c'est 4 points liés à la demande et 4 points liés à l'offre. Donc une crise sanitaire, c'est une crise de demande, parce qu'on empêche les gens d'aller consommer. On ferme des commerces, on ferme des frontières, d'accord? Et c'est un choc d'offre de travail, on empêche les gens d'aller travailler, d'accord? On les confine, on ferme des écoles, donc on empêche des gens d'être complètement libres d'aller travailler. Et le rouge, c'est un problème d'approvisionnement. Donc vous voyez, vous avez un problème de demande et un problème d'offre. Pourquoi c'est intéressant de le rappeler encore aujourd'hui? C'est que quand vous avez un choc de demande, d'accord, habituellement une crise, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc soit c'est un choc de demande, et dans ces cas, les prix baissent, d'accord, soit c'est un choc d'offre, et dans ce cas, les prix montent. Là, c'est les deux avec des montants à peu près équivalents, 4 points, 4 points. Et donc, dans ces cas de figure, que font les prix? Certains disent ça ne bouge pas, parce qu'il y a des forces à la baisse, des forces à la hausse. Eh bien non. En fait, en économie, quand vous avez un choc de demande et d'offre concomitant, c'est d'abord les effets de la demande qui arrivent, les prix baissent. Et après, c'est les effets de l'offre qui arrivent, les prix montent. Mais vous voyez, dans ce cas de figure-là, du coup, l'inflation ne veut plus rien dire. Pourquoi? Les prix baissent, puis les prix montent. Ça va faire l'inflation la deuxième année, mais qui n'est qu'une inflation de rattrapage. Le niveau des prix a pu rester identique. Donc souvenez-vous juste de cela quand on va regarder les prix. Et vous allez voir que de plus en plus, on regarde, nous, non plus l'inflation, mais le niveau des prix. Et c'est le niveau des prix qui vous indique est-ce que il faut augmenter ou pas les taux d'intérêt. Et pourquoi les banques centrales ont tardé, notamment en Europe, à le faire? Parce que c'était juste une inflation de rattrapage. Bon, j'espère que vous allez vous souvenir de ce graphique dans à peu près 20 minutes. Alors, si maintenant je regarde où on en est dans la conjoncture des grands pays, vous voyez, bon, si je prends un point de départ qui est la crise en 2019, vous voyez, ça s'est effondré, d'accord, dans à peu près tous les pays, et là, ça rebondit. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, c'est sûr que ça paraît un peu regroupé. En fait, c'est assez hétérogène, parce que, enfin, voilà, c'est à cause de la courbe. Mais vous voyez, aujourd'hui, dans les grands pays développés, il y a tout de même des pays qui sont, comme les États-Unis, 5% au-dessus du niveau d'avant-crise. Ça y est, on va dire que quasiment la crise est dépassée, elle est plutôt derrière. Alors que dans les pays européens, même au Japon, vous voyez, on tourne autour de zéro. Pas loin de zéro, alors bon, on ne voit pas très bien, mais vous voyez, la France est à 1,2, et puis l'Allemagne est à moins 0,5. Allez, c'est un intervalle. Mais en gros, globalement, on est à zéro. Tiens, pour une fois, la France est mieux que l'Allemagne. C'est assez rare tout de même pour le signaler. Et vous voyez que l'Italie, qui était aussi très en retard, finalement a bénéficié des aides de Next Generation. Et du coup, les 200 milliards qui n'ont pas été complètement dépensés ont quand même aidé les Italiens à finalement faire des quoi qu'il en coûte et à ne pas s'enfoncer dans cette crise économique. Donc, de l'hétérogénéité, on peut se dire que globalement, on est revenu à peu près au niveau d'avant-crise. Bon, est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien, entre nous.
Vous voyez, faire 0 de croissance en 3 ans, même si je prends le cas de la France, faire 1,2% de croissance en 3 ans, vous voyez, habituellement, l'économie française faisait 1,2 chaque année. Donc ça veut dire qu'on a perdu 2 ans. Et vous voyez, et l'Allemagne a perdu à peu près 3 ans. Donc il y a tout de même 2-3 ans d'activité qui ont disparu. Ah, il faut bien que quelqu'un, ça aussi, ça a un prix, d'accord, qui va encaisser, vous voyez, cette récession cachée. Ce n'est pas vraiment de la récession, dans le sens où, vous voyez, on est à peu près au niveau d'activité d'avant-crise. Mais en 3 ans, effectivement, il y a un manque à gagner qu'il va falloir, à un moment, déterminer qui va payer. Est-ce que ce sont les ménages, les entreprises ou les finances publiques? Ensuite, il y a de l'hétérogénéité. J'ai pris le cas français, que je connais le mieux, mais vous voyez, dans tous les pays, vous voyez, vous pouvez dire qu'on est à peu près revenu macroéconomiquement au niveau d'avant-crise, mais sectoriellement, c'est très hétérogène. Donc, vous voyez, si je prends le cas de la France, l'industrie est encore moins 6% par rapport au niveau d'avant-crise. Vous voyez, donc, dire que la crise est passée, quand vous êtes un industriel français, vous dites, mais de quoi tu me parles? D'accord, on est à moins 6. L'énergie a chuté pendant la crise ukrainienne, ça c'est normal, c'est en train de se redresser. Mais vous voyez, c'est cette hétérogénéité que l'on peut encore plus développer si on rentre dans les sous-secteurs. Mais vous voyez, l'automobile, l'aéronautique en France sont à moins 30%. Et puis vous avez des secteurs comme l'information, la communication, les services de transport qui font du plus 15, plus 12. Donc vous voyez, cette hétérogénéité là aussi, il faut l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que dans tous les plans de relance qu'on est en train de faire, ou des boucliers, on aurait souhaité, quelque part, que ça soit un peu plus du sur-mesure, dans le sens, est-ce qu'on doit aider de la même manière une entreprise qui fait du plus 15 en 3 ans, dans un secteur qui est encore en plein boom, par rapport à une entreprise qui est dans un secteur à moins 30. Vous voyez, donc, effectivement, se dire qu'on va faire les mêmes aides non ciblées, quand vous voyez l'hétérogénéité chez les ménages, bien entendu, mais aussi au sein des entreprises, ça ennuie un peu l'économiste, et on le repère dans tous les pays, cette hétérogénéité en termes de plan de relance. Alors si on continue pour faire le tour d'horizon de la conjoncture, quand on questionne les chefs d'entreprise en Europe, vous voyez que le moral est en train de baisser très rapidement. Non. Alors c'était très étonnant tout de même que le moral des chefs d'entreprise, que ce soit dans l'industrie, les services, le bâtiment, soit à des niveaux aussi élevés. Vous voyez qu'on était à des niveaux, début 2022, à des niveaux extraordinairement élevés, que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie, dans les services. Bon, la guerre en Ukraine et la crise énergétique a fait que globalement, on est revenu à zéro. Alors, zéro, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro de croissance. Habituellement, quand vous êtes sur ce trait noir, c'est que vous êtes sur ce qu'on appelle la croissance potentielle. Alors, on va dire en Europe, elle est à peu près de 1%. Donc, quand vous êtes sur le noir, ça veut dire que globalement, ce n'est pas comme ça que vous allez rattraper le retard que vous avez accumulé, mais vous n'allez pas en accumuler plus. D'accord? Vous voyez, une récession, c'est quand vous descendez plutôt dans ces niveaux-là. Vous voyez, donc on est encore à un moral des entrepreneurs qui n'est pas au beau fixe, d'accord, mais qui est encore acceptable. C'est plutôt la tendance qui nous interpelle. Alors pourquoi ils ont encore le moral, ces chefs d'entreprise? Parce qu'il y a des carnets de commandes qui sont encore pleins à craquer, ou en tout cas un peu plus pleins qu'à la coutume. C'est-à-dire qu'habituellement, vous voyez, dans tous ces pays-là, les carnets de commandes, ça représentait 3 mois de production. Donc l'échelle d'entreprise avait à peu près 3 mois de production en réserve. Là, aujourd'hui, on est plutôt entre 5 et 6 mois. Donc les chefs d'entreprise ont une visibilité à 5-6 mois près et un peu plus importante qu'à l'époque. Donc jusqu'à présent, et c'est en train de changer, mais jusqu'à présent, les chefs d'entreprise avaient plutôt une vision de, voilà, j'ai vendu, mais j'ai du mal à produire. D'accord? Pourquoi j'ai mal à produire? Parce que j'ai 2 obstacles. Le premier, c'est les problèmes d'approvisionnement. Le deuxième, c'est les difficultés de recrutement. Voilà. Allons-y sur ces 2 problèmes. D'accord? Le premier problème d'approvisionnement. Alors, vous voyez, ça, c'est un problème mondial, ce n'est pas européen. D'accord? Dans tous les pays développés, vous avez un problème d'approvisionnement. Ça, c'est un travail qui est très intéressant, qu'on doit aux économistes de la Fed de New York, mais qu'on utilise beaucoup et qu'on essaye de reproduire et ensuite d'essayer d'anticiper, de faire une petite prévision jusqu'à la fin de l'année. Que nous dit en fait, comment se lit ce graphique qui peut paraître un peu complexe mais qui est assez simple, c'est qu'en gros, globalement, quand vous êtes à 1 ici, c'est que vous avez une rupture des chaînes d'approvisionnement. Vous voyez, vraiment le signal qui faisait qu'on annonçait des problèmes d'approvisionnement, c'est quand cet indicateur, je ne vous explique pas comment on le calcule, hein, il y a la référence si ça vous intéresse, mais est au niveau de 1. Vous voyez que pendant la crise sanitaire, on est monté à 4. Oui, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Aucun modèle ne pouvait prévoir cela. Vous voyez, les modèles, ça ne fait que prévoir quelque part ce qui s'est passé. D'accord ? Là, on était
sur du x3, x4. Alors, vous voyez, où on en est aujourd'hui? On en est à quelque chose qui revient en dessous de 8. Donc, on est passé de 4 à 8. Donc, première façon de voir les choses en disant, mais c'est super, on est passé de 4 à 8, les problèmes sont en train de se régler. Mais attention, 0,8, pardon. 0,8, c'est un problème. Encore une fois, souvenez-vous, on l'interprétait dès qu'on était à 1, on indiquait qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Donc 0,8, c'est que les problèmes sont là. Allez, si vous voulez une image, c'est comme si vous passez de 42 fièvres à 38. Ça va beaucoup mieux, mais 38, vous êtes encore malade. Vous êtes sur la voie de la guérison, mais vous n'êtes pas complètement guéri. Donc, ce qu'on prévoit, nous, c'est qu'on revienne à peu près à l'équilibre et à la normale dans les chaînes d'approvisionnement en septembre, octobre prochain. Alors, attention, les prévisions aujourd'hui, elles se font, bon, peut-être le Statec le fait différemment, mais nous, on le fait, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans nouveau choc. Imaginons que Xi Jinping envahisse Taïwan, bien entendu, cette projection n'a plus aucun intérêt. D'accord ? Donc, on considère qu'il n'y a pas de nouveau choc dans les prochains mois, ce qui est une hypothèse qui peut paraître peut-être un peu audacieuse, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, on prend les chocs qui existent aujourd'hui et on regarde l'onde de choc que ça va faire dans les mois à venir. Et donc, voilà, donc en gros, c'est en train de se régler. Donc, premier problème, d'ailleurs, les chefs d'entreprise nous l'indiquent très clairement, en tout cas en France, à la Banque de France, nous disent très clairement, les problèmes d'approvisionnement, c'est derrière nous, c'est pas devant nous. Le problème qui persiste, par contre, c'est le deuxième problème d'offre, qui sont les difficultés de recrutement. Alors ça, ce n'est pas non plus un problème français. Vous voyez, bien sûr que quand vous voyez en France, on a des difficultés de recrutement records, mais vous voyez, si nous, Français, on veut se consoler, on regarde les difficultés de recrutement en Allemagne, aux États-Unis, là, c'est du x2, x3. D'accord ? Et y compris dans des pays qui ne connaissaient jamais de difficultés de recrutement, on voit des petites tensions apparaître en Italie, en Espagne. Donc ces difficultés de recrutement, c'est une tendance commune dans tous les pays développés. D'accord ? Ce n'est pas lié à un dysfonctionnement d'un marché du travail dans un pays ou dans l'autre, c'est dans tous les pays où on se rend compte que finalement les entreprises ont plus de difficultés. Donc là, les sociologues sont souvent enclins à nous dire que c'est un rapport au travail, une valeur travail qui est en train de changer. Il y a aussi quelque part une théorie de la grande démission. Les salariés auraient quitté le marché du travail et ne désirent plus revenir. Alors, comment on peut l'illustrer, cette grande démission? Par ce graphique. Vous prenez comment il se lit, vous prenez le taux d'emploi avant la crise. Donc le taux d'emploi, c'est les personnes qui sont en emploi sur les personnes qui sont en âge de travailler. D'accord ? Et vous regardez comment ça a évolué. Vous voyez que typiquement, effectivement, pendant la crise, il y a eu beaucoup moins d'emplois, d'accord ? Ça c'est normal, on a mis les personnes en activité partielle, on les a sorties du marché du travail. Est-ce qu'elles sont revenues aujourd'hui ? Vous voyez que non, dans certains pays, effectivement, on peut observer une sorte de grande démission. Alors est-ce qu'elle est grande ? En tout cas, une petite démission, dans le sens où il y a des salariés, d'accord, qui ne sont toujours pas revenus, donc quasiment 3 ans après la crise, sur le marché du travail. De quoi ils vivent, on essaiera de comprendre. Mais vous voyez, aux États-Unis, il y a quasiment 1 500 000 salariés qui ne sont pas revenus encore sur le marché du travail. Mais vous voyez que, admettons, en France, en Allemagne, ce n'est pas vrai. Vous voyez, en France, comme en Allemagne, voire en Espagne, on est en train de battre record sur record en termes de taux d'emploi. Et vous voyez, en France, c'est le pays où on n'a jamais autant recruté, d'accord, et il n'y a jamais eu autant de personnes salariées, contrairement à cette idée un peu reçue. Vous voyez, les chefs d'entreprise se disent, mais où sont les salariés ? En fait, ils sont là. Il n'y en a jamais eu autant. Alors, c'est peut-être une petite parenthèse France que j'ai envie de partager avec vous sur ces éléments-là, mais que l'on retrouve dans d'autres pays, mais c'est assez singulier en France. Je vais essayer de vous expliquer. Je pense que c'est important pour savoir, finalement, est-ce que le salarié peut réclamer des hausses de salaire ? Allez, je vais essayer d'être un peu provocateur. Donc, globalement, vous voyez, la France, aujourd'hui, on produit 1,2% de plus qu'avant la crise. 1,2%. D'accord. Normalement, en France, quand on produit 1,2% de plus qu'il y a 3 ans, compte tenu des gains de productivité, il y a à peu près 0,8 de gains de productivité, donc vous voyez 0,8, 0,9 x 3, ça fait 2,4, 2,5, 2,7 de croissance. Donc normalement, quand vous avez que 1,2 en 3 ans, vous devez détruire des emplois. Donc nous, nos modèles, on s'attendait à ce qu'il y ait 270 000 destructions d'emplois en France. Qu'est-ce que l'on voit ? Qu'il y a eu 800 000 créations d'emplois. Donc on s'attendait à des destructions d'emplois et il y a eu énormément de créations d'emplois. Essayons de comprendre. Vous voyez, pour produire 1,2% de plus, on a été obligé d'embaucher 4,6% de plus de salariés.
Donc certains disent c'est super, c'est génial, ça fait baisser le chômage. Et l'économie se dit oui, mais là, c'est des pertes de productivité. Vous voyez, pour produire 1,2, j'ai besoin de 4,6% de salariés en plus. Donc vous voyez, vous avez une perte de productivité de 4,6 moins 1,2, allez, de 3,4%. Qui doit payer cette perte de productivité? Oui, la face pile, c'est génial, on crée beaucoup d'emplois sans croissance. Le côté face, c'est oui, mais normalement, les salaires réels doivent suivre la productivité. Donc si la productivité chute, les salaires réels doivent chuter. D'accord? Si les salaires réels ne chutent pas, ça veut dire que c'est les marges des entreprises qui doivent chuter et potentiellement la croissance de demain. Ou alors, ce sont les finances publiques. On en revient. Qui doit payer ces pertes de productivité? Et donc, vous voyez, en France, on se dit l'inflation va nous aider à le payer. Pourquoi? Parce que s'il y a 6% d'inflation, vous commencez les négociations salariales à 6, mais vous finissez à 3, et puis voilà, le salaire réel a finalement baissé de 3, et vous dites, c'est tes pertes de productivité, c'est à toi à les assumer, c'est pas trop à moi, chef d'entreprise. D'accord? C'est sûr que si l'inflation n'avait pas été là, à 0, ça veut dire directement ton salaire nominal est de moins 3, là ça passe pas, mais dire je t'augmente de 3%, ça peut effectivement passer. D'ailleurs, c'est à peu près ce qui se passe. Vous voyez, en France, les salaires ont augmenté de 4,5 avec une inflation aux alentours de 6. Allez, il y a une partie qui a été mangée là-dessus. Mais est-ce qu'on est sûr d'avoir perdu ces 3 points de productivité à jamais? Bon, ouais. Avant de faire peser ça sur les salariés. Alors, premier point qui permettrait d'expliquer ces pertes de productivité, c'est la durée du travail. Vous voyez qu'on s'aperçoit dans tous les pays, là c'est le cas français, que la durée du travail n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise. Elle a fortement chuté pendant la crise, et là aujourd'hui elle est presque revenue, mais pas complètement. Vous voyez, en France, ça s'explique essentiellement par les arrêts de travail. De plus en plus, vous voyez, avant la crise, les arrêts de travail étaient ici. Pendant la crise, ils sont montés, c'est normal, parce qu'on avait la Covid. On pensait qu'une fois vacciné, ça reviendrait à la normale. Ce n'est pas revenu à la normale, ça reste très élevé. Là, il y a une étude qui est sortie encore ce matin qui indique qu'il y a à peu près 3 fois plus d'arrêts de travail aujourd'hui qu'avant la crise. Bon, mais ça, c'est donc du coup le salarié qui ne vient pas travailler, qui est payé par l'assurance maladie. Ce n'est pas le chef d'entreprise qui le paye, mais le chef d'entreprise est obligé d'embaucher quelqu'un pour essayer de compenser ces arrêts de travail. Donc, allez, ce n'est pas la productivité de la personne, mais puisqu'il y a plus d'arrêts de travail et une durée de travail plus faible, c'est normal qu'il y ait une productivité qui ait chuté. Le deuxième, ça c'est très franco-français, je vous le dis, c'est l'apprentissage. On essaye de booster l'apprentissage en France, d'accord? Donc on a mis une prime de 8 000 €. Allez, un apprenti de moins de 21 ans, c'est gratuit, d'accord? Donc, du coup, les chefs d'entreprise embauchent beaucoup d'apprentis. Ils ne sont pas productifs, ce n'est pas grave, il ne leur coûte rien. Ça explique, on verra après, à peu près un tiers de ces augmentations d'emploi. Donc là, ce n'est pas le salarié en place qui est moins productif, c'est que juste, allez, on a embauché des personnes qui étaient beaucoup moins, mais l'entreprise n'a pas à se plaindre parce que c'est gratuit. Le troisième, alors que l'on retrouve dans beaucoup de pays, c'est ce que on appelle, c'est pas très beau, la zombification de l'économie. C'est quoi la zombification de l'économie? C'est le fait que pendant la crise sanitaire, on a aidé toutes les entreprises, y compris celles qui auraient pu faire faillite et qui auraient même dû faire faillite. Vous voyez, habituellement, ça c'est le cas français, vous avez 50 000 faillites chaque année, habituellement, et quand on est une période de crise, on monte à 70 000 faillites, d'accord? Et puis quand ça va bien, ça descend légèrement, aux alentours de 30. Là, pendant la crise sanitaire, d'accord? Donc normalement, il aurait dû y avoir des faillites en cascade, et au lieu de 50 000 faillites, il y a eu 34 000 en 2020, à peu près 28 000 en 2021, puis en 2022, 40 000. Donc vous voyez, on a sauvé des entreprises qui auraient dû faire faillite. Nous, on évalue, donc sur le graphique ensuite, à peu près à 120 000 entreprises qui auraient dû faire faillite. Mais ces entreprises qu'on a sauvées, notamment avec des prêts garantis, on a sauvé l'emploi qui était dans ces entreprises. Donc, entreprises qui ne produisent pas grand-chose, d'accord, mais qui gardent leur emploi parce qu'elles ont un prêt. Et ce prêt garanti qui devait être remboursé normalement en 2021 a été décalé en 2022, et puis il y a les élections présidentielles, donc fin 2022. Et là, on en est tout juste au début du commencement de remboursement. Vous voyez, 143 milliards de PGE, et on est à peine à un quart qui a été remboursé. Et c'est les entreprises qui n'avaient aucun problème qui l'ont fait. Donc attention, vous voyez, au mur des faillites qui va arriver. Mais vous voyez, c'est sans doute cela aussi qui explique une perte de la productivité. Donc quand je regarde tout cela, vous voyez, je cherchais à peu près 1 million de salariés de trop.
Ben, il y en a 188 000 qui s'expliquent par les arrêts maladie, il y en a 250 000 par l'apprentissage, 280 000 par les aides, donc par le PGE, et il y en a 340 000 qui sont inexpliqués. Donc il y a une petite perte de productivité, mais vous voyez, c'est que 30% du total. Dans les services, on explique tout, c'est dans l'industrie où il reste tout de même une inconnue. Et ça, on n'a pas encore d'éléments très chiffrés, mais la piste sur laquelle on travaille, c'est aujourd'hui, c'est concentré dans 2 secteurs, l'énergie et les matériels de transport. Qu'est-ce qui se passe dans ces 2 secteurs ? Il n'y a pas d'activité, on l'a vu, mais les entreprises n'ont pas licencié. Pourquoi les entreprises ne licencient pas dans ces secteurs-là ? C'est que la main-d'œuvre devient une denrée rare. D'accord ? Et typiquement, ils savent que ça va repartir. Prenons le cas de l'énergie en France et les centrales nucléaires. On ferme les centrales nucléaires, on n'a plus d'activité, mais on ne va pas licencier les personnes. On sait que ça va repartir et qu'il faut garder les salariés en place. Ça a un coût pour l'entreprise, mais un coût moindre que le licenciement économique et la difficulté à recruter. Donc attention, aujourd'hui, il n'est vraiment pas indiqué que les pertes de productivité soient perdues à jamais. Et donc avant de décider de baisser les salaires réels, d'accord, il faut attendre que ces 3 éléments-là, que l'apprentissage et la prime exceptionnelle, dans son nom il y a exceptionnel, donc la prime va arrêter, donc l'apprentissage va ralentir. Il va falloir regarder quand est-ce que le taux d'absentéisme lié pour des raisons médicales revienne à son niveau normal et est-ce que lorsque les PGE seront remboursés, on y verra plus clair sur les pertes de productivité et donc sur le poids qu'on doit faire payer aux salariés. Mais aujourd'hui, il en est encore trop tôt. Alors, de quoi vivent les salariés qui ont quitté le marché du travail ? Ils vivent de cela. Vous voyez, pendant la crise, ce qui s'est produit, c'est qu'on a à peu près maintenu le revenu des citoyens par des aides, d'accord ? Et on les a empêchés de consommer normalement. Donc quand on vous maintient peu ou prou votre revenu et qu'on vous empêche d'aller consommer, il y a une surépargne qui apparaît. Une surépargne, pas une épargne. C'est-à-dire que ça, c'est ce que l'on trouve encore sur les comptes en banque des citoyens ou sur des livrets qui sont très liquides. Et donc, vous voyez, c'est les banques centrales qui font généralement ce type de bilan. Et donc, ce que l'on voit, c'est que, admettons, si je prends le cas français, alors le 2022 est sorti en France, il y a ces 6 milliards en plus, mais je ne l'avais pas pour tous les pays, donc je ne l'ai pas mis. Mais globalement, vous voyez, vous avez à peu près 170 milliards d'euros qui sont sur des comptes en banque ou des livrets. D'accord ? Donc, les ménages n'ont pas encore décidé, est-ce que je vais l'épargner ? Donc le mettre dans de l'immobilier, le mettre dans de l'assurance vie, le mettre dans des bourses, d'accord, un actif financier, ou est-ce que je vais le consommer ? Et si je le consomme, dans quoi je le consomme ? Et vous voyez, c'est assez gigantesque, parce que vous voyez, ces sommes-là sont monstrueuses, y compris aux États-Unis, vous voyez, c'est 2700 milliards. Vous vous posez la question, mais de quoi vivent les 1,5 million de salariés qui ne sont toujours pas revenus ? C'est une sorte d'assurance chômage. Ça n'existe pas, l'assurance chômage aux États-Unis. Vous voyez. Chez nous, on a à peu près 12 mois, même en France, des fois 24 mois, au cours de sa vie active, de temps en temps, pour s'arrêter, réfléchir à ce que l'on veut faire un bilan de compétences, et on touche pendant 12 mois, 24 mois, un revenu. D'accord ? Aux États-Unis, c'est 6 mois maximum avec un tout petit revenu. On n'a pas le temps, à un moment, de s'arrêter pour savoir ce que l'on veut faire demain, et est-ce qu'il y a potentiellement une reconversion à faire. Vous voyez, les plans Trump 1, Trump 2, Biden 1, ça a servi à cela. Ça a servi à accumuler une surépargne. Une surépargne, l'épargne, elle est de côté, on n'y touche pas. Mais par contre, cette surépargne, je l'utilise pour me retirer du marché du travail, pour certains, pas pour tous, et le consommer en réfléchissant à voilà, qu'est-ce que je peux faire demain. C'est une sorte d'assurance chômage qu'on a donnée pour une fois aux Américains. Notre lecture, alors vous voyez, 2022, je vous ai dit que ça a augmenté dans les pays. Non, aux États-Unis, c'est passé à 1300. Vous voyez, donc oui, ça a été bien consommé par ces ménages-là. Donc il y a encore à peu près une année où ils peuvent encore tenir, mais allez, sans doute les taux d'emploi vont revenir au niveau normal, voire au-dessus, une fois que toute cette surépargne sera consommée. Il n'en reste pas de moins que malgré cette surépargne, vous voyez, c'est pour ça que la conjoncture est très difficile aujourd'hui. Vous voyez, je ne sais pas comment fait le Statec, mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est où va aller tout cet argent-là ? Ouais. Si vous pensez que ça va dans la consommation, l'inflation va repartir et va se maintenir de façon durable pendant longtemps, mais la croissance va être là.
Si vous pensez que ça ne va pas être consommé, ok, donc vous révisez vos perspectives de croissance, d'accord. Mais alors dans ces cas-là, cet argent va aller où? Dans l'assurance vie. Donc ça va acheter de la dette publique. Alors ça, c'est les taux d'intérêt sur la dette publique qui vont rester bas. Et donc il faut arrêter de craindre une hausse des taux. Mais on n'est pas sûr, donc ça peut aller potentiellement dans l'immobilier. Alors ça, c'est les prix de l'immobilier. Enfin, là, ce que je veux vous dire, c'est que généralement, quand on pose la question aux conjoncturistes, qu'est-ce que tu as fait comme hypothèse sur cela? Rien. Je n'ai pas fait d'hypothèse. Je ne sais pas ce que vont faire les ménages, donc je n'ai rien fait. Mais oui, mais ces sommes sont trop importantes, vous voyez, pour qu'il ne se passe rien. Donc il va se passer des choses. Effectivement, que vont faire les ménages de cet argent-là? Très compliqué à prévoir, vous voyez, nous sommes des animaux. On est à l'instinct. Alors aujourd'hui, c'est sûr que quand on regarde le moral des ménages, j'ai pris le cas français, d'accord, il est tellement bas que ça ne va pas aller dans la consommation. Et donc à très court terme, d'accord, penser qu'effectivement la consommation va repartir, bah, c'est une hypothèse qui est effectivement pas la plus crédible, parce que les ménages aujourd'hui ont plutôt tendance à vouloir épargner encore un peu plus, même s'ils ont une surépargne qui est gigantesque. D'accord ? Donc effectivement, à très court terme, il y a des chances que cette surépargne augmente encore, en tout cas ne soit pas consommée, mais vous voyez, cette somme-là va aller quelque part un jour ou l'autre, et c'est un peu ce qui ennuie des fois les banques centrales, parce que mais ça peut avoir des incidences soit le prix des actifs, soit sur le prix à la consommation. Alors, est-ce que c'est un retour durable de l'inflation? Donc, encore une fois, je vous ai dit qu'il fallait arrêter de regarder l'inflation, mais quand même, je vais mettre de graphiques pour vous rappeler les chiffres. Effectivement, on est monté à plus de 10% dans un grand nombre de pays. En zone euro, bah, on est monté aussi à 13%. Alors, il faut faire des fois attention. Je n'ai pas mis les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, le chiffre n'était pas comparable. Mais bon, peu importe. On voit que la France, quand même, a été relativement épargnée dans les grands pays par rapport à ses homologues. Alors, bien sûr que l'incidence de la crise ukrainienne était là, mais vous voyez, typiquement maintenant, je vais regarder que des niveaux. Alors, le pétrole, c'est peut-être pas la meilleure façon de démontrer ce que je vais vous dire, mais un peu tout de même. Vous voyez, le prix du baril était à 70 avant la crise. Il descend à 10, choc de demande. Il remonte à 70, choc d'offre. Là, quand on passe de 10 à 70, ça fait 600% d'inflation. Mais on s'en fout, c'est 600% d'inflation. Vous voyez, on revient au même prix d'avant-crise. Donc si vous avez une inflation qui est juste du rattrapage, et c'était le cas fin 2021, bah, ça n'inquiète personne. Même si le chiffre est important, 600% d'inflation liée au prix du pétrole, oui mais bon, c'est rien, on revient à 70. On commence à s'inquiéter, oui, quand il y a la crise ukrainienne et on monte à 130. Là oui, ça c'est l'inflation. Parce que si je me compare à l'avant-crise, oui, il y a quasiment on a été multiplié par 2, il y a 100% d'inflation. Ok, donc aujourd'hui, alors ce n'est pas le pétrole, parce que vous voyez, aujourd'hui, on revient au niveau d'avant-crise. Et donc, effectivement, si j'avais regardé que ce graphique, je dis, allez, c'était un mauvais moment à passer. Et là, on va revenir au niveau des prix d'avant-crise. Or, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que non, il y aura un phénomène de marge d'escalier sur les prix. C'est-à-dire que l'inflation va disparaître, va revenir à 2,5%, mais avec un niveau de prix qui va rester durablement plus élevé. Dit autrement, j'étais à un niveau de prix ici, je suis monté ici, je vais aller redescendre là, et je vais me stabiliser à 2,5%. On va dire, super, l'inflation a disparu. Oui, mais le niveau des prix n'est pas revenu au niveau d'avant-crise. Et si vous avez ce phénomène de marge d'escalier bien en tête, vous vous dites, eh ben, maintenant que j'ai une marge d'escalier sur les prix, il faut que j'ai une marge d'escalier sur tous mes grands agrégats, donc sur mes revenus. Sinon, c'est perte de pouvoir d'achat. Donc, il va falloir donner des revenus avec la même marge d'escalier. Sur les taux d'intérêt, il faut que les taux d'intérêt aient cette même marge d'escalier sur tous les prix. Et y compris, pourquoi pas, sur les prix des actifs financiers. La marge d'escalier doit être partout. Donc, alors, le pétrole, on la voit bien. Le gaz, bon, c'est écrasé. Alors, parce que j'ai voulu mettre les États-Unis aussi pour vous dire, attention, ce choc sur le prix du gaz, vous voyez, ce n'est pas du tout américain. Et donc ça, en termes de compétitivité, il faut l'avoir en tête. Je suis une entreprise énergivore, je vais aller aux États-Unis. La crise énergétique, elle n'existait pas. La crise climatique, parce que c'est avec du gaz de schiste, sans doute un peu, mais en tout cas pas énergétique. D'accord ? Alors aujourd'hui, on est à 25. Alors, vous voyez, la petite marge d'escalier, vous ne la voyez pas, parce qu'en fait, on était à 15 avant la crise. 15, 25. Nous, notre prévision, c'est qu'on remonte à 55. D'accord ? Et qu'on descende progressivement. Donc attention, le prix va se stabiliser aux alentours de 50-55. D'accord ? Vous allez dire, bah, ça y est, l'inflation disparaît.
attention, les prix d'avant-crise, c'était 15. D'accord. Donc la marge d'escalier va être un peu plus importante. L'électricité, je passe parce que c'est la même chose. Mais vous voyez, sur les matières premières alimentaires, vous la voyez bien, cette marge d'escalier. On était à des niveaux de prix ici. Voilà, maintenant, on va se stabiliser à des niveaux de prix qui va être à peu près ici. Donc, OK, l'inflation disparaît parce qu'il n'y a plus de progression, mais la marge d'escalier va être gigantesque. D'accord. Comment on peut expliquer ces différences d'inflation en Europe? Bon, je passe sur le fait qu'on n'avait pas tous la même dépendance énergétique à la Russie, d'accord? Mais ça, c'est très important. Vous voyez, c'est quelle a été la réponse de politique économique face à cette crise-là. Tous les pays, et ça va faire une transition sur l'enjeu numéro 2 de déficit et de dette publique, tous les pays ont fait du bouclier tarifaire, d'accord? On fait des aides en termes de pouvoir d'achat. Allez, je fais une comparaison France-Allemagne, qui me paraît être intéressante. C'est-à-dire qu'en termes de points de PIB injectés dans l'économie pour aider les entreprises et les ménages, c'est à peu près pareil. En Allemagne, ils ont injecté 1,8 points de PIB. Nous, allez, 1,7, c'est comparable. D'accord. Ce qui n'est pas comparable, c'est la façon dont on l'a fait. C'est le jaune et le bleu. J'essaie Le jaune, vous voyez, c'est des mesures directes, c'est-à-dire j'essaie de bloquer les prix. D'accord. Alors que le bleu, c'est les aides directes aux ménages. Dit autrement, je suis face à un choc. D'accord. Les prix de l'énergie augmentent. Donc, c'est bien une ponction sur le pouvoir d'achat ou sur les marges des entreprises. D'accord. Moi, État, comment je peux aider? Soit je bloque les prix. D'accord. Et donc, je prends le coût à ma charge et tout le monde a le même prix. D'accord. Soit je laisse les prix filer et je donne des chèques aux ménages et aux entreprises. Donc, je donne des chèques aux ménages et aux entreprises, c'est le bleu, c'est la stratégie allemande. Je bloque les prix, c'est la France. D'accord. C'est du jaune. Quelle est la meilleure façon de faire quand vous êtes face à un choc pareil? Moi, pendant longtemps, je pensais que c'était la stratégie allemande. Pourquoi? La stratégie allemande a deux avantages. Le premier, c'est quand on est économiste, on aime bien les prix. Ça amène une information. Quand les prix montent, c'est qu'il se passe quelque chose. Et surtout, quand c'est le prix de l'énergie, on se dit, allez, ça doit nous inciter à faire un peu d'économie d'énergie. Ça peut pousser à changer notre comportement. Donc, pourquoi pas laisser les prix, finalement, s'envoler, quitte à compenser ceux qui ne peuvent pas changer de comportement. Et le deuxième avantage, c'est qu'en donnant des chèques, je peux choisir à qui je donne les chèques. Est-ce que je le donne au ménage aisé ou au ménage riche, au ménage rural ou au ménage urbain? Est-ce que je le donne aux entreprises qui se portent bien ou aux entreprises qui se portent mal? Je peux choisir à qui je le donne. Donc, je laisse filer les prix, ça donne une information. 2, je compense qui j'ai envie de compenser. Donc, pendant longtemps, je pensais que c'était la meilleure stratégie. La stratégie française, vous voyez, c'était je donne la même chose à tout le monde, au ménage qui se porte bien, comme à celui qui se porte mal, à l'entreprise qui fait des bénéfices, comme à celle qui fait des pertes. J'ai un peu changé d'avis, d'accord. Et aujourd'hui, peut-être que la meilleure stratégie, effectivement, c'était la stratégie française. Alors, pourquoi? D'abord, parce que le ciblage, les Allemands n'ont pas réussi à le faire. Et finalement, on donnait la même chose à tout le monde. Donc, du coup, bon. Et c'était très compliqué à cibler. Donc, OK, sur le papier, ça paraît être intéressant, mais au final, c'est très compliqué. Et 2, pour cette raison-là, il faut revenir sur le niveau des prix. Quand vous regardez maintenant le niveau des prix en France, vous voyez, il a évolué comme ça. Et puisque l'inflation a été beaucoup plus basse pendant des années, le niveau des prix aujourd'hui est nettement en dessous du niveau des prix que l'on retrouve dans quasiment tous les pays. La marge d'escalier va être beaucoup plus faible qu'ailleurs. Donc ça, c'est quand je me compare aux autres grands pays. Ça, c'est quand je me compare au sein de la zone euro. La France a fait une sorte de politique de désinflation compétitive en monnaie unique, ou très peu coopérative si on est dans une position allemande. Mais vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, vous pouvez le voir aussi dans les salaires, c'est-à-dire que les salaires vont avoir besoin de moins progresser en France qu'ailleurs pour maintenir cette marge d'escalier, d'accord? Ça, en termes de compétitivité, vous voyez, ça, au bout d'un moment, ça risque d'avoir un bénéfice. Vous voyez, on cherchait des politiques de l'offre en France avec le CICE, le pacte de responsabilité. Ça, c'en est une, vous voyez, qui est dite, pas de façon complètement assumée par le gouvernement, mais en tout cas, c'est une stratégie assez efficace pour essayer de gagner des parts de marché. Alors, ce phénomène de marge d'escalier, vous voyez, j'enfonce le clou, mais quand on regarde tous les prix des matières premières, vous la voyez très clairement. Mais peut-être la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on était là? Pourquoi on a eu cette marge d'escalier dans l'autre sens au cours de ces quasiment décennies avant la crise sanitaire? D'accord. Bon, allez, allons-y.
Bon, avant de répondre à cette question, vous voyez, en gros, ce que l'on prévoit, c'est que l'inflation va revenir à peu près dans les clous fin 2024, je dis bien à peu près, vous voyez, mais que les écarts de niveau de prix vont perdurer un peu partout en Europe. D'accord ? Et donc, on en est ici, et ce que l'on prévoit, c'est qu'il y aura bien cette divergence au sein des pays européens. Alors, pourquoi maintenant la marge d'escalier ? Il y a aussi une doctrine qui est en train de changer en Europe. Vous voyez, quand nous, on était auditionnés à la Commission ou quand on auditionnait la Commission, il y avait tout de même systématiquement dans leurs recommandations, dans tous les pays, ils la faisaient à la France, cette idée de, allez, il faut essayer de baisser les prix au maximum, parce que si les prix sont les plus bas, c'est comme ça que le citoyen européen aura le pouvoir d'achat le plus élevé, et donc son bien-être va être maximisé. Je caricature un peu, mais c'était un peu cela. Et donc, on voyait rapidement arriver dans les recommandations, délocaliser, s'il faut délocaliser pour avoir les prix les plus bas. Déréglementer le marché du travail si ça vous permet d'avoir des salaires le plus bas et donc du coup des coûts les plus bas. Aller voir la Russie pour avoir de l'énergie pas chère. Favoriser les distributeurs par rapport aux producteurs. Et la concurrence était montrée comme un élément indispensable. Vous voyez, c'est le seul zone au monde, l'Europe, où on a un commissaire européen qui peut interdire la fusion de deux grands groupes parce qu'elle serait en position dominante et fixerait les prix. Aujourd'hui, cette doctrine est en train de changer. Aujourd'hui, la doctrine, quand on les écoute, alors oui, ce n'est pas eux qui font non plus toutes les lois, mais l'impulsion n'est pas la même. En gros, globalement, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que, il faut retrouver une souveraineté industrielle, médicale, numérique. Ça veut dire quoi ? Il faut rapatrier de la production sur le sol européen. Si on avait délocalisé pour des questions de coûts, rapatrier, ça va coûter de l'argent. Ce n'est pas grave. Il faut protéger un peu mieux les salariés de la seconde ligne. D'accord ? Mais ça va faire des salaires un peu plus élevés, donc un coût plus élevé. Ce n'est pas grave. Il faut le faire parce qu'on a vu pendant la crise Covid leur utilité. Il faut sortir des énergies fossiles. Mais tout ça va avoir un coût si on sort des énergies fossiles. Et il faut redonner du pouvoir de négociation et donc du pouvoir d'achat aux producteurs, aux agriculteurs. Tout cela, ça va faire monter les prix. D'accord ? Et certains vous disent on sort de la stratégie low cost, où on paye au juste prix un peu plus les choses que l'on faisait avant la crise. OK, la marge d'escalier va bien aller là et elle va bien durer. Soit pour des raisons conjoncturelles, soit même pour des raisons structurelles. Mais à partir du moment où on doit payer plus cher les produits, il faut aussi, encore une fois, avoir des revenus qui suivent cette marge d'escalier. Et le drame serait sans doute, d'accord, de se dire, aujourd'hui, la marge d'escalier est très élevée. Donc, les salaires ne peuvent pas progresser de la même manière, sinon on fait peser trop le coût sur les entreprises. OK. Donc, ça veut dire que la marge d'escalier sur les salaires est un peu plus faible et qu'on complète par des aides publiques. Très bien. Le jour où l'inflation revient dans les 2,5%, d'accord, on va se dire, ça y est, c'est fini, la crise est terminée. Et c'est là où on va retirer les aides. Et en retirant les aides, c'est là où la marge d'escalier, sur les revenus, va redescendre d'un cran. Et c'est là où les crises sociales vont arriver. Donc attention, c'est au moment où on va penser être sorti de la crise, d'accord, que sans doute, la crise de pouvoir d'achat va être la plus présente. La marge d'escalier, vous l'avez aussi sur les taux d'intérêt. C'est normal. Tout doit monter à peu près d'un même montant. Alors après, on ne sait pas la marge d'escalier sur les taux, jusqu'à quel point elle va être. Mais oui, on est sorti des taux zéro, mais c'est normal, on est sorti des prix bas et de l'inflation basse. OK, alors là, dans ce graphique, ce qui est inquiétant, ce n'est pas le niveau des taux. Vous voyez, entre nous, avoir des taux aux alentours de 4, quand l'inflation est à 6, 7, et que finalement on revienne à des niveaux de taux qui étaient ceux de 2007, 2008, avec une inflation qui était plus basse. Vous voyez, en termes de taux réels, il n'y a rien d'alarmant là-dessus. Ce qui est un peu compliqué, c'est la rapidité dans laquelle on passe d'un mode à un autre mode. On avait une période à 0, puis d'un coup, on est à 4 en l'espace de 18 mois. Ça, c'est très rapide. Et les ménages et les entreprises n'ont pas le temps de se retourner et subissent de plein fouet, effectivement, cette marge d'escalier. Donc là aussi, ce n'est pas tant la marge d'escalier, mais c'est la rapidité dans laquelle on y va. Et là, les banques centrales devraient prendre un peu plus en considération le fait que la rapidité et la vitesse jouent, et il n'y a pas que le niveau qui compte. OK, donc je passe parce que je suis un peu en retard, mais oui, la marge d'escalier, vous l'avez aussi sur le prix des actifs. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? C'est normal. Là, vous avez toutes les capitalisations boursières. Vous voyez, en gros, on était à ces niveaux-là. Maintenant, on se stabilise à ces niveaux-là. Tout a augmenté. Ouais. Mais on change vraiment
de raisonnement. Et donc, si vous avez cette marge d'escalier en tête, eh ben, vous allez arriver à comprendre. Mais vous voyez, il ne faudrait pas qu'il y ait que quelques prix qui fassent la marge d'escalier. Il faut que tous les prix la suivent, sinon il y aura des perdants. Alors, parmi une autre marge d'escalier, vous voyez, qui nous aide à passer, en tout cas, cette marge d'escalier, ben, c'est toutes les aides publiques. On l'a vu. Alors, bon, j'ai pris le cas français. On se dit, mais jusqu'où on peut monter? Ça paraît effectivement extraordinaire, alors surtout vu du Luxembourg, parce que la dette publique, je crois, est autour de 25. Vous vous inquiétez quand ça monte à 30. Vous voyez, donc nous, 30, ça fait longtemps qu'on n'y est plus, et qu'on est même au niveau de 110. Et vous voyez, donc il y a une courbe qui... Ici, on avait un Premier ministre qui nous avait dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». D'accord ? Bon, à 63, on était en faillite. Bon, il y a eu la crise des subprimes, on est monté à 90, puis la crise Covid, on est monté à 110, 111. Bon, on n'est toujours pas en faillite, voire mieux, il y a cette courbe qui baisse. Vous voyez ? C'est quoi ? C'est les intérêts que l'on paye chaque année sur la dette publique. Donc la dette a beau être multipliée par 2, les intérêts que l'on consacre chaque année au paiement des intérêts ont été divisés par 3. C'est ça la vraie soutenabilité. Hein. C'est en gros, c'est ce bleu plus que le rouge. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Bon, je ne sais pas si je dois vous parler un peu des agences de notation, mais en gros, globalement, il n'y a que... Enfin, on s'inquiète des fois, alors, mais je sais que vous inquiétez de votre dette publique. Bon, ouais, et déjà, j'ai du mal à vraiment... En tout cas, les agences de notation ne s'inquiètent pas de votre dette et ne s'inquiètent même pas de la dette française. Entre nous, vous voyez, les agences de notation notent sur 20, d'accord? Après, ici, vous êtes en faillite, hein, d'accord? Mais cette note sur 20, d'accord? Bah, OK, triple A, c'est 20 sur 20. Et ce qui est très important, c'est qu'on reste dans le vert. Donc, en gros, qu'on reste à 16. Ensuite, quand vous descendez un tout petit peu, d'accord, bon, vous commencez à rentrer dans des zones un peu difficiles, comme l'Italie. Mais vous voyez, l'Italie, ils ne sont pas en difficulté plus que cela. Hein, on verra. Regardez les taux d'intérêt sur la dette italienne. Sur les Italiens, ils payent, des taux d'intérêt, 1,5 point au-dessus de nous. OK. Donc, il ne faut surtout pas, vous voyez, si vous descendez, vous voyez, mais vous êtes ici, hein, vous voyez que vous pouvez être dégradé vraiment encore 5-6 fois avant d'avoir des difficultés. Je ne vous dis pas qu'il faut être dégradé, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure de cette dégradation. En tout cas, nous en France, on a beau être dégradé, vous voyez, l'écart avec l'Allemagne est très faible. Et vous voyez, on a les taux français, le bleu, qui a toujours suivi peu ou prou le taux allemand. D'accord. Donc quasiment, les marchés ne font pas de différence entre la dette française et la dette allemande, alors que l'écart de notation commence à être important. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, la vraie question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. D'accord? Alors Thomas Piketty en France a fait un peu sa gloire là-dessus, c'est l'écart entre G et R. C'est ça qu'il faut avoir en tête. D'accord? Alors j'essaie de l'expliquer en 2 mots. Le bleu, le R, c'est le taux d'intérêt que vous payez sur la dette publique. D'accord? Bon, il est en train de baisser. Le G, d'accord, c'est le orange, c'est la croissance de votre économie en nominal, c'est-à-dire c'est la croissance de votre économie en volume, plus l'inflation. Ce qui est primordial, c'est que le orange soit au-dessus du bleu. Quand le bleu est au-dessus du orange, c'est pas bon. D'accord? Donc il faut que le taux d'intérêt, d'accord, soit en dessous de l'inflation plus la croissance de votre économie. Alors, vous voyez, habituellement en France, pour ça qu'on s'inquiétait, ce n'était pas la notation qui nous ennuyait, c'était le fait que le bleu soit toujours au-dessus du orange. Et ça, c'est difficile. Quand le bleu est au-dessus du orange, eh bien, votre dette ne peut qu'augmenter. Et vous avez un effet boule de neige, systématiquement. D'accord? Et donc, normalement, il faudrait faire de l'austérité quand vous avez bleu au-dessus du orange, mais on n'arrive pas à faire de l'austérité, donc la dette explose. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, déjà avant la crise Covid et encore maintenant, on a inversé. C'est le orange qui est au-dessus du bleu. Alors ça change tout. Quand vous avez orange au-dessus du bleu, là, vous avez une soutenabilité qui est avérée, et donc vous avez des marges de manœuvre. Et donc la première façon, et donc la question que vous devez vous poser, c'est à quoi j'utilise ces marges de manœuvre? Est-ce que j'utilise ces marges de manœuvre pour me désendetter sans avoir à faire l'austérité? J'utilise le fait que j'ai plus de croissance que d'intérêt, et donc je laisse, sans faire de gros plans de relance, je laisse ma dette chuter librement. Ou alors je me dis, non, je profite de ce moment, d'accord, puisque j'ai des taux d'intérêt en dessous de ma croissance, pour lever l'argent et investir. Vous voyez, c'est un peu cela, dans ces conditions, que sont à peu près tous les pays européens, à part l'Italie, je parle des gros pays, d'accord, avec une banque centrale qui assure des taux d'intérêt bas, et puisqu'il y a de l'inflation et un peu de croissance, le orange est au-dessus du bleu, et nous laisse poser cette question-là. Qu'est-ce que vous faites de ces marges? Si vous voulez vous désendetter, désendettez-vous, mais sinon, allez,
Est-ce que vous pouvez l'investir pour retrouver une souveraineté médicale, industrielle, pour investir dans la recherche et développement? Vous voyez, je vous ai mis celui-là parce qu'à Bercy, c'est-à-dire au ministère de l'économie en France, ils sont persuadés que la prochaine crise, ça sera une attaque cyber. D'accord. Ils disent aujourd'hui, s'il y a une attaque cyber, ce n'est pas la Covid, hein, c'est 3 fois la Covid. D'accord. Et donc, comment on fait pour que les entreprises s'arment contre cette crise Covid, ces attaques cyber? Et donc, est-ce que ce n'est pas aux États à aider les entreprises à prendre en charge une partie du coût pour se sécuriser? Parce que si l'attaque cyber arrive à ses fins, vous voyez, ce sera une crise qui sera extrêmement importante. Mais on doit aussi investir dans la défense, dans la lutte contre les inégalités, dans le réchauffement climatique. Vous voyez que des thématiques, il y en a beaucoup. Donc la dépense publique va être importante. D'accord. Et donc, il est important aujourd'hui que les taux d'intérêt restent maîtrisés par rapport à la croissance nominale. Et ça, c'est les banques centrales qui sont aussi en charge de faire en sorte que, vous voyez, ces taux n'augmentent pas trop pour que les États puissent investir dans ces dépenses de demain. Le dernier point, parce que ça a déjà sonné, donc il me reste 5 minutes. Le dernier point, alors, sur l'enjeu. Alors, bon, globalement, vous voyez, les économistes, quand ils se posent la question de est-ce que l'environnement et le réchauffement climatique, est-ce que le réchauffement climatique est dû à l'action humaine? Ça, les économistes, ils ne se posent plus cette question. D'accord. Ils sont quasiment tous persuadés que, effectivement, l'action humaine a une incidence sur le réchauffement climatique. Et donc, les papiers de recherche aujourd'hui en économie sur l'environnement, c'est plutôt la causalité inversée. C'est est-ce que le réchauffement climatique est bon pour la croissance économique? D'accord. Alors là-dessus, les papiers convergent vers un résultat qui est l'incidence du réchauffement climatique sur la croissance économique dépend du niveau de température de départ. C'est-à-dire que si vous partez d'un niveau de température faible, un réchauffement supplémentaire, ça peut être bon pour l'économie, pour la croissance. Mais à un certain niveau de température, tout réchauffement supplémentaire va provoquer de la décroissance. Et donc une fois que vous avez un peu, c'est résumé très rapidement cela, vous comprenez les simulations sur quelle incidence le réchauffement climatique aura sur l'activité dans le monde. D'accord ? Puisque le niveau de température n'est pas le même ici que là, forcément, d'accord, ça va provoquer beaucoup plus de dégâts ici que là. Et donc, vous voyez, quand c'est rouge, c'est pas bon, quand c'est orange, c'est pas très bon non plus. Il n'y a que quand c'est bleu que c'est bon. Globalement, vous voyez à peu près. Alors, on peut se dire qu'on ne fait pas une science exacte, que tout ça est un peu faux, mais je vous ai mis juste le dernier papier que j'ai lu là-dessus. Mais allez, faites-moi confiance, tous les papiers indiquent cela. Donc moi, j'en tire 2 conclusions. La première, c'est que, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un bilan positif sur l'activité du réchauffement climatique, non. Et puis alors, surtout, ce n'est pas le PIB qu'il faut regarder, c'est les flux migratoires. Et que tous ces gens-là vont monter, d'accord, parce qu'ici, il y aura des tsunamis, des tremblements de terre, enfin, il y aura quasiment... Et donc, ce qui nous attend, c'est peu d'activité, d'accord, et des réfugiés climatiques, en nombre, d'accord. Donc, une fois que vous avez cela en tête, bien sûr et que les hommes politiques aujourd'hui ont ça en tête, bien entendu ils vont tout mettre, ils vont essayer en tout cas de faire au maximum que ces prédictions n'aient pas lieu. D'accord. Et donc, il y aura des choses positives, il y aura beaucoup d'aides publiques. Vous voyez, en France, il y a un rapport qui est sorti à peu près il y a 10 jours, je crois. Vous voyez, c'est 64 milliards d'investissements dans l'aide, dans le renouvellement de tous les équipements, 64 milliards par an, vous voyez, dont la moitié financée par des dépenses publiques. Vous voyez, c'est à peu près entre 1,5 et 2 points de PIB chaque année consacrés à la transformation de l'économie pour faire face à cela. Donc ça, c'est le côté plutôt positif, parce que il y aura des aides aux ménages, des aides aux entreprises, il y aura même l'Europe qui nous engage plus ou moins à faire 2 points de PIB là-dedans en disant on va essayer de le financer de façon coordonnée. D'accord ? Donc il y a bien cette volonté, on va dire, pour stimuler la rénovation thermique des bâtiments, aller dans les énergies renouvelables, dans les réseaux électriques, dans les transports bas carbone, enfin, tout cela pour essayer d'éviter le pire. Mais il y aura des choses plutôt moins sympathiques. Beaucoup de réglementations et forcément une fiscalité carbone. D'accord ? Alors le problème d'une fiscalité carbone, vous voyez, et ça c'était vraiment la position européenne, c'est par la fiscalité carbone que l'on va régler tout, que l'on va tout régler. D'accord ? Bon, là les États-Unis nous montrent qu'eux, ils n'y croient absolument pas.
et que bien sûr, la fiscalité carbone, il va falloir mettre un prix au carbone, mais allez, ça ne sera pas l'alpha et l'oméga de la transition écologique. Et je vais dire un mot, et donc ça sera la conclusion sur plutôt la guerre commerciale dans laquelle nous engagent, mais les États-Unis là-dessus, mais disons un mot tout de même, pourquoi la fiscalité carbone ne peut pas être un instrument unique, d'accord ? C'est que globalement, ça n'impacte pas de la même manière les ménages aisés qui sont là ou les ménages modestes qui sont ici. Et donc la fiscalité carbone est indispensable, mais elle doit être redistribuée, d'accord, pour compenser un grand nombre de ménages ou d'entreprises perdantes. Donc c'est un instrument qui va être fondamental, d'accord, mais qui est nécessaire, mais absolument pas suffisant, d'accord, et qui va uniquement servir à redistribuer aux perdants de la transition écologique. Alors, c'est là où on en vient vraiment au dernier point, c'est sur, en gros, la guerre commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transition écologique, elle est réalisée en Europe et en France un peu de la même manière et d'une manière différente des États-Unis. En gros, globalement, on nous demande de passer à l'électrique rapidement, le plus rapidement possible, mais on n'a ni les infrastructures, ni les matières premières, ni la bonne gamme de produits. D'accord ? Donc, vouloir y aller, sans doute, ça peut paraître une bonne idée, mais dans ce contexte-là, ça ne peut, d'accord, ne provoquer qu'une dégradation de notre balance commerciale. Et on va acheter des produits chinois, globalement. Je résume un peu. Et donc, en gros, l'idée qu'on nous propose, c'est on garde l'ancien modèle, d'accord, on garde une voiture individuelle, mais au lieu qu'elle soit thermique, elle est électrique. Mais allez, si tu achètes une chinoise, on t'aide de la même manière. Vous voyez, les États-Unis, c'est absolument pas ça qu'ils font. Eux, ils disent, on veut bien t'aider à changer, mais si tu achètes un produit qui est produit sur le sol américain, même dans des entreprises où les salariés sont syndiqués. D'accord ? Donc il y a bien une deuxième condition qui est il faut que ça soit produit sur le sol. Alors ça, je pense que c'est effectivement une façon un peu plus intéressante. Alors on aurait pu aussi avoir une logique un peu plus alternative dans le modèle. Se dire, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une voiture électrique est-ce qu'on ne peut pas essayer d'organiser toute la chaîne des transports de façon un peu plus différente et essayer d'aller vers un développement du transport public, et notamment entre la périphérie et les centres-villes, etc. Mais pourquoi cette idée n'est pas retenue ? Parce que c'est trop long à mettre en place. Il y a une telle urgence qu'on se dit, allez, non, allez, c'est ton idée, on peut essayer de la développer, mais allez, on passe au tout électrique. Alors attention, hein, parce que passer au tout électrique, alors on peut le voir, les Américains le voient d'une façon assez positive parce qu'ils ont ce graphique en tête. C'est quoi ce graphique ? C'est les balances commerciales. Donc, vous voyez, nous sommes excédentaires, alors qu'eux, ils sont déficitaires, et ils disent, grâce à cette politique-là, vous allez perdre vos excédents, d'accord, et vous allez revenir à l'équilibre, et nous, on va reprendre ce que vous nous avez plus ou moins pris depuis des années. Donc, oui, on peut dire que de ce point de vue-là, c'est un peu logique. Parce que vous voyez, en gros, globalement, les balances commerciales, on oublie quand même de dire, que c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si quelqu'un est en excédent, il y a quelqu'un qui est en déficit. Et deux, que normalement, on ne peut pas rester dans ce cadran ou dans ce cadran parce qu'il y a le taux de change qui doit rééquilibrer tout ça. Et donc, si les banques centrales modifient un peu les taux de change, c'est ce que nous disent les Américains, d'accord ? Notre taux de change, vous voyez, l'euro devrait valoir 1,35 aujourd'hui. Hein. Il est à 1,07. Parce qu'on a des politiques monétaires qui ne sont pas exactement alignées sur cette balance commerciale. Et donc les Américains nous disent, face à cette concurrence déloyale, parce que vous manipulez le change, nous on en fait une deuxième, mais qui est sous le couvert de la transition écologique. Mais c'est pour ça que quand nous, Européens, on va voir le président américain en disant, attention, ta politique va complètement désorganiser le monde, Biden nous dit, mais qui déséquilibre qui aujourd'hui dans le monde ? Oui, c'est la zone euro. Alors au sein de la zone euro, ce n'est pas les Français, d'accord ? C'est plutôt, de ce point de vue-là, tous les pays européens qui sont excédentaires, sauf la France, dans les grands pays. Hein, d'accord ? Et donc, effectivement, à la question, la France veut redevenir excédentaire, la question qu'elle doit se poser, c'est sur qui ? Sur qui elle va gagner si elle veut redevenir excédentaire ? Vous voyez, les États-Unis ont dit IRA, le Royaume-Uni a dit Brexit, les Chinois, ils veulent retrouver des excédents. Vous voyez, donc les Français disent ça va être sur les Allemands ou sur les Espagnols ou sur. C'est au sein de la zone euro que je peux essayer de retrouver. Et vous voyez, maintenant c'est comme ça que vous comprenez le plan français de casser les prix. Ça veut dire que je suis très en retard.
Bon, maintenant j'avais terminé. En gros, c'est le dernier slide, d'accord. Il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de revoir tout l'ordre économique mondial. Habituellement, c'était l'OMC qui réglait l'ordre économique mondial, c'était la concurrence et le doux commerce qui devaient nous aider à la fois à prospérer et à permettre d'avoir la paix en Europe. On voit que la paix en Europe, elle est compliquée à maintenir et que l'OMC n'existe plus. Le multilatéralisme a disparu et petit à petit, on va vers une organisation qu'on appelle le bloc armé. C'est le bloc américain, le bloc chinois et le bloc européen. Alors le bloc européen n'existe pas encore réellement d'un point de vue de l'armée. Et c'est peut-être ça qu'il faut construire si on pense que c'est la solution ou si on pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais attention, oui, effectivement, tout cela, et là comme ça je vais boucler la boucle, si on va vers cette nouvelle organisation de bloc armé, il est évident que les prix vont continuer à augmenter et il est évident, en tout cas, que la marge d'escalier va être élevée et durable. Je vous remercie en tout cas de votre attention.